belges, notamment la RTBF et consorts. Donc, c'était important également pour les organisateurs d'avoir cette documentation susceptible d'enrichir les différentes activités que nous allons réaliser. Voilà, Monsieur le Président, les quelques indications que donc, nos amis de Brazzaville et de Luanda y seront présents. Je voudrais réagir à la préoccupation suivant laquelle est-ce que le colloque va changer fondamentalement la donne de l'histoire. En d'autres termes, qu'est-ce que ça va apporter de nouveau sur le plan du vécu? Bon, d'abord, nous disons et nous le souhaitons que ça apporte quelque chose. Mais entendons-nous bien, ce n'est pas dans les conclusions du colloque de voir une nouvelle bâtisse ou l'autoroute qui ne marchait pas commence à bien marcher. Ce n'est pas dans ce domaine, c'est plutôt dans le secteur des mentalités. Et c'est extrêmement important pour nos communautés congolaises, sous-régionales, africaines, voire dans le monde noir, sur le plan universel, de renouveler notre mentalité. Et le colloque peut apporter au moins deux contributions. La première, importante, c'est de rassurer les Congolais qu'ils peuvent faire de grandes choses, puisqu'ils ont déjà fait de grandes choses. Nous avons tellement insisté là-dessus, tous autant que nous sommes ici devant, mais nous avons du mal à convaincre. Nous pouvons faire de grandes choses. Exemple, voilà un homme de chez nous, Simon Kimbangu, au niveau de l'instruction qui était la sienne, au niveau de l'information qui était la sienne, qui a pris au sérieux son inspiration divine. Et il l'a mis en œuvre jusqu'au bout, sans changer d'avis, sans s'arrêter en cours de route. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui nous inspire? Voilà un élément sur lequel nous voulons qu'au niveau de notre mentalité, nous puissions acquérir cela. Nous avions même évoqué le fait, même en restant sur le plan religieux, mais comment se fait-il que dans l'histoire des religions du monde, les personnalités africaines les plus éminentes, Simon Kimbangu d'un côté, Cardinal Malula de l'autre, comment se fait-il qu'ils soient des Congolais? Est-ce que ce n'est pas un élément de prise de conscience? Ça, c'est un premier élément. Le second élément, c'est extrêmement important de savoir qu'au-delà de notre diversité, nous avons un socle commun. Voilà, nous nous trouvons, ce colloque va se tenir au mois de juillet. Et, hasard de calendrier, fort heureusement, quelque temps avant les élections. Et probablement même dans le cadre de la campagne, grande campagne électorale. N'est-il pas important de rappeler à la communauté nationale qu'au-delà de toutes nos diversités politiques, n'oubliez pas que nous avons une nation et que au départ de cette nation, il y a un socle commun, quelqu'un qui a payé de sa vie pour que l'indépendance du Congo soit une réalité. Et que nous n'avons pas, nous ne pouvons pas nous permettre de brader tant d'efforts consentis avant nous
depuis les années 20, souffrance dans une prison jusqu'en 1951, pour des questions de banalité. Donc, nous pensons que travailler dans le secteur des mentalités, ça n'a l'air de rien, mais croyez-moi, c'est un travail extrêmement important. On vous le dit toujours, la paix, comme la guerre d'ailleurs, commence au niveau des idées des gens. Si vous voulez construire la paix, si nous voulons construire la paix, aller vers le développement, nous devons commencer d'abord par guérir les mentalités. Et je pense que ce colloque se situe dans ce contexte-là. Alors, quelqu'un a posé la question de savoir, si j'ai bien compris, est-ce que la rumeur est aussi pour nous une source? Est-ce que dans nos conclusions, nous pourrions aller même à l'encontre de ce qui est dit à l'Église kibanguiste? La rumeur, oui, c'est une source. Parce que la rumeur nous donne des informations sur l'imaginaire. Même si mathématiquement les faits évoqués ne sont pas vérifiés ni vérifiables, mais au moins ça nous donne une indication sur ce que les gens pensent. Voilà le sens des rumeurs. Parce que la rumeur a été fabriquée quelque part et la rumeur a une réaction. Et souvent, ce n'est jamais fabriqué à partir du néant. C'est à partir de quelque chose. Bien entendu, il peut y avoir des différences entre les affirmations religieuses et les affirmations scientifiques. Il n'y a absolument pas de problème à ce niveau. Nous sommes justement dans le secteur où la contradiction elle-même est une chance pour aller plus loin dans les débats et dans la découverte de la vérité sur laquelle insistait tant le président Likiambokolo. Donc pour nous, nous n'avons pas de problème, ce n'est pas un problème pour nous, qui ne coïncide pas tout à fait avec les affirmations religieuses. C'est tout à fait normal. Mais je tiens à vous dire que cela n'est pas seulement vrai pour le kibanguisme, cela est vrai pour toutes les religions. Toutes les religions, il y a toujours un hiatus entre ce qui est dit. On peut même dire toutes les religions. Lorsque nous faisons cours d'histoire, quand on commence par l'origine de l'homme et que nous expliquons que l'humanité est née en Afrique, la première réaction des étudiants, c'est de nous dire « Mais professeur, mais non, on nous a dit que dans la Bible, non, c'est plutôt en Mésopotamie. » Donc nous commençons par cette contradiction. Donc pour nous, ce n'est pas un problème. Nous vivons dans ces éléments-là tout le temps. Voilà ce que je peux apporter contribution à ces questions. Évidemment, je tiens d'abord à ajouter un petit mot sur ce que le professeur Sabaki nous a dit. Certains se sont posé la question pourquoi est-ce que nous sommes allés au Congo-Brazzaville et en Angola. Mais c'est d'abord dans l'approche religieuse kimbanguiste que nous trouvons la première réponse. Parce que dans l'approche religieuse kimbanguiste, l'église kimbanguiste est bâtie sur 3 socles qui sont le Congo-Brazza, l'Angola et le Congo-Kinshasa. Ce sont les 3 pays qui constituent les 3 socles sur lesquels l'église kimbanguiste a été bâtie. Donc il est tout à fait normal pour nous que dans ce genre de conférence, que nous allions en Angola et que nous allons aussi au Congo-Brazza. Et principalement de visiter les 2 grandes universités de ces 2 pays, l'université Marien Ngouabi et l'université Agustin Neto. Parce qu'ensemble avec eux, nous pouvons aussi avoir beaucoup de projets de coopération qui concernent les universités, mais qui de l'autre côté feront rayonner aussi l'église kimbanguiste. À la question qui a été posée sur l'importance de cette conférence pour l'IESCA, pour l'université Simon Kimbangu, il est tout à fait normal que l'université Simon Kimbangu soit contente de cette conférence-là. Mais pourquoi? Parce que d'abord, simplement pour nous,
c'est une grande publicité qu'à travers une conférence internationale, qu'on parle d'une petite université congolaise comme l'université Simon Kimbangu, comparativement aux grandes universités qui existent déjà dans le pays depuis des années, alors que notre université a moins de 20 ans d'existence. Donc pour nous, c'est une grande publicité. Et à travers cette publicité-là, l'université Simon Kimbangu va petit à petit entrer dans le concert des grandes universités qui existent à travers le monde. Mais ce n'est pas une entrée à travers un boulevard, c'est une entrée à travers le travail. Les professeurs qui viendront ici vont devenir nos interlocuteurs valables auprès de leurs universités, auprès de leurs autorités académiques. Ils parleront de l'université Simon Kimbangu. Ils emporteront des documents sur l'université Simon Kimbangu. Et je crois que ces professeurs vont nous permettre plus tard de pouvoir signer des protocoles de collaboration, de coopération sur le plan scientifique. Et ensemble avec les professeurs de ces pays sur le plan de la recherche scientifique. Et ça sera vraiment un grand pas pour l'université Simon Kimbangu parce que c'est déjà un élément de rayonnement. Et quand on parlera de l'université Simon Kimbangu, quand on parle de l'université Simon Kimbangu, au bout du fil, on voit l'église kimbanguiste. Ça sera aussi le rayonnement de l'église kimbanguiste. Mais l'université Simon Kimbangu, comme l'église kimbanguiste, se retrouve dans la République démocratique du Congo. Et l'université Simon Kimbangu et l'église kimbanguiste. Donc notre République, sur le plan scientifique, aura encore une plus grande importance. Donc nous croyons que pour nous, c'est une grande fierté, ça sera une grande fierté si la conférence, lorsque la conférence va se terminer, et en même temps la République démocratique du Congo. Merci, Président. Par répondu à ces diverses questions, donc nous arrivons à la fin de cette conférence de presse, sauf si il y a une question absolument impérative que quelqu'un veut formuler. La question a été posée et je confirme ce que mon collègue, le professeur Ndayouel, a dit que jusqu'ici, donc ça fait presque 1 an et demi, 18 mois que nous travaillons sur cette conférence avec nos collègues de l'église kimbanguiste, dont le recteur de l'université, et avec les autorités éminentes de l'église. Je peux assurer ici qu'il n'y a jamais eu le moindre commencement de quelque forme de censure que ce soit. Ça n'a jamais été, ce n'était pas leur problème. Le problème des responsables à qui nous avons affaire, c'est de s'assurer, nous les rassurons, que la faisabilité de la conférence scientifique est effective et que, compte tenu de cette faisabilité, nous mettons en œuvre tout ce qu'il faut pour que la conférence ait lieu. Et ça me permet d'ailleurs de répondre à la question que l'une des journalistes a posée. Une fois la conférence terminée, nous continuerons de travailler à la publication des actes de la conférence. Il est clair déjà que s'il y a 100 de personnes, ça veut dire non pas un livre, mais 2, 3, peut-être 4 livres qui, c'est l'une des premières retombées, vont à leur tour provoquer la réalisation d'autres ouvrages. Donc nous ne parlons pas à proprement parler d'une commission de suivi. Toute conférence produit des effets. Le recteur de l'université vient d'évoquer certains d'entre eux. Et les effets, ça sera aussi justement au niveau psychologique, que les Congolais savent qu'il y a un Congolais qui, au cours de ce XXe siècle où il n'y a pas tellement de grands hommes, il y a beaucoup d'hommes malfaisants pendant le XXe siècle, et bien parmi les rares qui ont fait quelque chose de positif, il se trouve qu'il y a un enfant du Congo qui s'appelle Simon Kimbangu. Je pense que pour notre jeunesse, c'est un apport qui est tout à fait essentiel. Pour le reste, évidemment, il est clair que si vous voyez la ville d'Nkamba et le site d'Nkamba,
vous verrez une autre prouesse qui a été réalisée dans le cadre de l'église kimbanguiste, c'est que là où il n'y avait rien, zéro, il y avait des montagnes et de la végétation. Aujourd'hui, il y a une ville, il y a des bâtiments, il y a une agriculture, il y a de la technologie, il y a de la recherche agronomique. Ça veut donc dire qu'il se fait de grandes choses en Kamba, comme Simon Kimbangu lui-même a fait de grandes choses. Donc ça veut dire que le congolo-pessimisme qui nous caractérise, Mboke Beba, Tote Kango, Toka Bolambongo, etc., ne correspond à rien, parce que les enfants du Congo ont été et sont capables de faire de grandes choses. Un jour le noir sera blanc, cette conférence va aider à libérer les énergies de la jeunesse congolaise et du peuple congolais. Nous allons nous arrêter ici donc et donner la parole au chef de travaux Blaise Mouya, qui est aussi directeur général de l'Aratelki. Ça fait 2 heures. Parce qu'il y a eu des gens qui sont arrivés, peut-être qu'ils ont une innovation dans leur questionnement. On leur accorde juste une seconde. Lorsqu'on a clôturé, c'est tout. C'est comme ça que ça se passe. Je disais merci beaucoup, monsieur le modérateur, merci, monsieur le professeur. Et j'avais une préoccupation, j'ai une préoccupation, et j'ai déjà lu une partie de la réponse à travers la réponse du professeur Weber et du professeur Massamba. Dans l'exposé du professeur Elikia, il a parlé de retombées de cette conférence à plusieurs niveaux. Et on a explicité les retombées intellectuelles, et même sur le plan mental, comme vous venez de le faire. Mais je voudrais avoir une explicitation de vous tous là-bas en ce qui concerne les retombées socio-économiques, parce que vous en avez fait état. Quel peut être le retombées socio-économiques de cette conférence en RDC, au Congo-Brazzaville et en Angola? Je vous remercie. Ma question s'adresse au professeur président Elikia Mokolo. Au cours de votre adresse, vous avez parlé de la géographie kimbanguiste et cette géographie a finalement débordé le Congo. C'est qu'il y a un Congo spirituel que nous devons mettre en exergue pour pallier justement au niveau du Congo physique qui est malade. Alors comment allez-vous y prendre? Parce que vous avez cité qu'il y a énormément de lieux saints, même ici au sein de notre ville de Kinshasa. Et le colloque est tellement important. Quel est l'apport du pouvoir organisateur de la société congolaise à ce colloque? Je dis et je vous remercie. Donc c'est pour dire que nous sommes ici pour vous dire que nous préparons une conférence qui réunira une centaine de personnes dans 2 mois et demi. Donc je vous demande votre patience pour assister à cette conférence ou en recevoir les retombées. Vous aurez à ce moment-là des réponses sur toutes les questions qui sont posées et auxquelles, évidemment, nous ne pouvons pas répondre dans la minute qui nous reste concernant aussi bien les retombées et la participation des uns et des autres. C'est une conférence indépendante organisée par un réseau de chercheurs que nous sommes, parce que nous pensons que nous représentons quelque chose, puisque l'Église a fait appel à nous, et que dans les différents domaines qui sont ici, il y a des autorités reconnues dans leur discipline et dans le champ de la recherche. Pour le reste donc, ne dévoilons pas la statue avant qu'on ait fini de la faire. C'est donc le 28 juillet que vous aurez la configuration finale de cette statue et non pas dans le moment où on annonce que le bloc de pierre est dans le terrain et que le sculpteur commence à tailler ce bloc de pierre. Je vous remercie donc et nous nous retrouvons au mois de juillet. Qui ont fait les déplacements uniquement pour participer et à la réunion, non, j'allais dire aux 2 réunions qui avaient eu lieu hier et à la conférence d'aujourd'hui, parmi lesquelles nous avons un jeune professeur, heureusement ou malheureusement, maguiste,
et en la personne du professeur Zidi, s'il peut s'élever, donc on puisse quand même le voir, et nous l'applaudissons de l'église en République du Congo. Il est professeur à l'université Marienne, jeune professeur. Et à côté de lui, un scientifique, un chercheur, je me permettrai entre guillemets de dire, il s'agit de Dr Basile Akiele, qui vient de Brazzaville, à qui je demande humblement de s'élever pour que nous soyons aux États-Unis d'Amérique pour l'école de l'église climatiste. Et d'ailleurs, c'est à cet égard qu'il a été compté par le bureau pour qu'il fasse partie du membre du comité d'organisation. Mais qu'il a été connu souvent par l'étiquette d'un politique ou politicien. Il s'agit du professeur Wamba Diawara, que je demande de pouvoir célébrer pour que nous puissions aussi. Bon, je peux m'arrêter là, excusez-moi, vous êtes nombreux. Sabakinu, qui est très modeste, comme Elikia et Naïwé, ils sont très modestes en Sabakinu et kimbaniste. Il a défendu l'église kimbaniste à l'université Marien-Ouani, en présence d'une brochette de 20 professeurs. Je l'ai découvert. Je me suis dit ce qu'il disait là, s'il avait lu ou quoi, je n'ai pas compris. Et en Angola, il a fait autant. Voilà ce qu'on cherche. Si c'était un mouilla qui s'est déplacé là, il est fanatique. Seigneur, nous te remercions profondément et sincèrement pour cette circonstance heureuse, l'annonce solennelle de la tenue prochaine de la conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu du 28 ou du 24 au 28 juillet 2011. L'annonce a été faite aujourd'hui de façon officielle. Toutes les énergies vont se mobiliser pour la réussite de cette conférence. Nous t'en remercions, Seigneur, et nous sollicitons ton concours pour que tu puisses accompagner tous ceux qui vont s'investir dans la préparation et la réussite de cette grande échéance. Et nous sollicitons également la paix dans notre pays. Car sans la paix, nous ne saurons pas tenir cette conférence. Nous sollicitons à ce que, Seigneur, tu nous aides afin que la paix règne dans notre pays. Seigneur, lors de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, la mort a été livrée en spectacle. La mort, finalement, ne tue pas. La mort blesse, mais elle ne tue pas. Aujourd'hui, le christianisme est devenu une réalité à travers le monde entier. La mort n'a pas tué Papa Kimbangu. Papa Kimbangu est donc vivant. Sa mémoire est honorée. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait sera revisité par d'éminents professeurs, amplifié à travers le monde et l'hémisphère sud. Notre continent qui était toujours considéré comme un simple réservoir de matières premières va maintenant reprendre le leadership non seulement dans le domaine religieux, mais également dans le domaine scientifique, car il y aura également une grande révolution scientifique. Car Papa Simon Kimbangu a annoncé que l'homme blanc n'a eu qu'un quart de savoir scientifique et technologique. Nous allons hériter de 3/4 de savoir scientifique et technologique, c'est-à-dire que le monde sera meilleur à partir de ce que l'homme noir aura fait, fera. Seigneur, nous t'en remercions sincèrement et profondément. Que le bureau
du comité organisateur de la conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu soient placés de cet instant sous ta bonne garde, que tu le protèges tous, eux et leurs familles, que tu protèges également tous les éminents professeurs qui feront le déplacement pour la République démocratique du Congo dans cette merveilleuse ville de Kinshasa et aussi en Kama. Que tu le protèges, qu'il soit en bonne et parfaite santé. Que tu nous bénisses tous au moment où nous allons nous quitter. Que tu nous accompagnes chacun chez lui en paix. Et nous te le demandons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon, cette conférence Simon Kimbangu, conférence internationale, a la particularité d'être d'abord une conférence que l'Église elle-même, en la personne de son éminence Simon Kimbangu Kiangani, a demandé aux hommes de science en disant: nous les Kimbanguistes, nous avons déjà parlé de Simon Kimbangu. Nous parlons souvent de Simon Kimbangu, mais nous voulons savoir ce que vous, hommes de science, aujourd'hui, avec tout ce que on a déjà écrit, avec les sources nouvelles qui se sont ouvertes dans les pays colonisateurs, mais ici même au Congo, dans la tradition orale, les souvenirs, les mémoires des uns et des autres, qu'est-ce que vous pouvez dire sur Simon Kimbangu? Et son éminence se référait à une parole de son éminence Joseph Diangenda et aussi à la parole de Simon Kimbangu lui-même qui avait dit: un jour des hommes de science vont venir ici au Congo pour dire ce que nous avons dit, ce que nous avons fait et ce que nous sommes en train de faire en vérité et non à partir des erreurs. Donc c'est la première fois à ma connaissance que une église donne à des savants l'autorisation et les moyens d'organiser une conférence pour parler des choses qui la concernent. Bon, la deuxième, c'est une conférence évidemment internationale avec une participation de chercheurs, hommes et femmes, venus vraiment des 5 continents du monde, qui vont venir ici à Kinshasa. Et à ma connaissance, il n'y a jamais eu de conférence pareille à Kinshasa, et c'est bien que notre ville retrouve sa vocation de ville intellectuelle et la développe à un niveau un peu plus grand. Bon, ensuite, sur le plan proprement intellectuel, c'est une conférence de très haut niveau qui va être pluridisciplinaire, comparatiste entre le Congo, les pays voisins, le monde, entre le présent et le passé. Et ça va être aussi une première. Et enfin, la conférence n'est pas faite pour célébrer le passé ou pour réparer le passé, mais pour montrer aussi ce qui se fait aujourd'hui et comment nous pouvons utiliser ce que Simon Kimbangu a fait et a dit comme ressource morale et intellectuelle pour construire le Congo de demain. Bon, je pense que le lien est direct. Nous avions pensé que ce colloque devait avoir lieu en 2010. Mais qu'à cela ne tienne, ça a lieu en 2011. Cela nous a permis d'ailleurs de mieux préparer cela et de faire en sorte que cela constitue un véritable temps fort qui vient après. D'ailleurs, j'aurais dû m'en douter. Les grandes dates de Simon Kimbangu, c'est toujours 1921, 1951, j'aurais pu m'en douter que la date finale du colloque allait se tenir en 2011 et pas en 2010. Ça entre dans une logique chronologique qui me paraît plus cohérente que 2010. Donc ceci se situe dans la logique du cinquantenaire qui a voulu donner une place importante à Simon Kimbangu, le chef de l'État, l'a cité en premier lieu dans son discours d'hommage à tous ceux qui ont fait en sorte que le Congo soit le Congo au 30 juin.
Et le chef de l'État, le 1er juillet, a également fait cette décoration. Nous pensons que nous sommes là dans toute une logique qui se poursuit et le colloque va être un élément de plus. Entre les deux, il y a cette opération de révision du procès de Simon Kimbangu qui montre bien que nous allons en crescendo s'agissant du souvenir, de la réhabilitation du souvenir de Simon Kimbangu. C'est qu'on peut en attendre. Ce que nous avons dit, c'est une meilleure prise de conscience au niveau de notre population de ce que nous sommes, de ce que nous valons. Et nous valons beaucoup. La preuve est que voilà l'un des nôtres, un Congolais, qui a vécu, qui a respiré ces terres, bu de notre eau actuelle. Voilà ce qu'il a fait sur le plan mondial. Nous également, et spécialement notre jeunesse, doit avoir l'ambition de faire des grandes choses, non seulement sur le plan de notre nation, de notre sous-région, l'Afrique centrale, mais aussi, et pourquoi pas, au niveau de l'Afrique et sur le plan mondial. C'est un peu le message que sous-tend l'organisation de ce colloque. L'homme, son œuvre et sa contribution au processus de libération de l'homme noir, c'est le thème central qui sera développé au cours de la conférence internationale qui sera organisée du 24 au 28 juillet 2011 dans l'enceinte de l'amphithéâtre au centre Kimbanguiste accueil des conférences de Kinshasa de la commune de Kiasavubu. Le temps indépendant du Congo, devenu la colonie du Congo belge, après le traité conclu entre Léopold II et la Belgique, dont la charte fut promulguée le 18 octobre 1908. Cette charte mettra en place des structures qui comprennent un ministre de colonie résidant à Bruxelles et qui a sous son autorité le gouverneur général du Congo belge, représentant du roi et chef du pouvoir exécutif. C'est dans cet environnement politico-administratif que la politique léopoldienne, jugée la plus inhumaine de l'histoire des colonies en Afrique noire, fera preuve de ses atrocités. C'est dans ces tristes et douloureux décors que surgira, comme un langue de feu, Simon Kimbangu, pour apporter la consolation nécessaire à ce frère de race. En 1921, lorsque les colons belges, portugais et français, appuyés par le missionnaire catholique et protestant, remarqueront l'exode massif d'une population vers Kamba, où l'envoyé des dieux, prophète noir Kimbangu, opérait les miracles au nom de Jésus-Christ, leur conscience n'était plus tranquille. Le pays est agité, les révoltes de Noirs se préparent, le pouvoir colonial se trouve sur une chaise éjectable, Kimbangu enfin devient nuisible. Il faut agir avant qu'il ne soit tard. Kimbangu doit répondre devant la justice de ses actes comme un criminel. Jugement du Conseil de guerre de Tisville. Audience publique du 3 octobre 1921. En cause, ministère public. Contre, Kimbangu et consorts. Vu,
par le conseil de guerre siégeant à Tisville, région soumise au régime militaire mitigé par ordonnance numéro 89 en date du 12 août 1921, du vice-gouverneur général de la province du Congo-Kassai, la procédure à charge des prévenus Kibangu Simon, Mandobé, Zola, Matweni, Lenj, Sambou Simon, Nimba Filemon, Mata, Umbaki André, Kelani John, Batoba, Samissioni, Batoba David, Malaika Setni, prévenus d'avoir porté atteinte à la sûreté de l'État et à la tranquillité publique, Zohan Lumbuende, Bemba et Dingo Voabella, prévenus de la dite infraction. Vu l'assignation des prévenus à la requête de l'officier du ministère public en date du 28 septembre 1921, oui, le ministère public en ses réquisitions, oui, les prévenus en leur dire et moyens de défense présentés par eux-mêmes, le Conseil de guerre, attendu qu'il est établi que le 11 mai 1921, au village Nkamba, l'administrateur du territoire des Cataractes Sud dut subir les volontés des prophètes, de leurs aides et des bandes d'indigènes qui étaient réunis. Attendu que le 6 juin suivant, le même fonctionnaire chargé de procéder à l'arrestation du prophète en chef, Kibangu, y fut violemment attaqué par la foule et que 2 de ses soldats y furent blessés à coups de pierre et de couteau. Attendu que les foules réunies par les prophètes étaient manifestement hostiles à l'État. Attendu que le nommé Kibangu, en répandant et en faisant répandre sciemment des faux bruits de guérison et de résurrection, et en se posant en envoyé de Dieu, jeta l'alarme dans l'esprit des populations indigènes que par ses agissements et ses propos, il porta une atteinte profonde à la tranquillité publique. Attendu que Kibangu est parvenu en expliquant et en faisant expliquer le texte de la Bible à sa façon par ses aides et adeptes, à imposer ses volontés aux populations, qu'il a affirmé son prestige, comme il a déjà été dit, en répandant et en faisant répandre toujours par ses aides des faux bruits de miracles, en tenant des séances d'hommes et d'envoyés de Dieu dans son village et ailleurs, que c'est pendant ces séances qu'on a inculqué aux indigènes les fausses idées de religion, qu'on les a excitées contre les pouvoirs publics établis, attendu que Kibangu a été reconnu par les médecins saints de corps et d'esprit, et par conséquent responsable de tous ces actes, que ces crises de nerfs ne sont que de la simulation, qu'il se peut que quelques cas de maladies nerveuses aient été guéris par suggestion, mais que le prévenu en a profité pour tromper la bonne foi de la masse destinée à servir d'instrument inconscient à ses fins, que le but poursuivi était celui de détruire l'autorité de l'État, attendu qu'il demeure établi que par ses actes, propos, agissements, écrits, chants et son histoire dictée par lui-même, Simon Kibangu s'est érigé en rédempteur et sauveur de la race noire en désignant le blanc comme l'ennemi, en l'appelant l'ennemi abominable. Attendu qu'il est établi par les faits que Kibangu, malgré la défense de l'autorité, a continué et persévéré dans son travail en faisant croire qu'un nouveau Dieu allait venir, que ce Dieu était plus puissant que l'État même, que ce Dieu était représenté par lui, Kibangu Mfumu Simon Mvuluzi, qu'un temple nouveau, Église nationale noire, allait être fondé. Attendu que la secte des prophètes doit être considérée, organisée pour porter atteinte à la sûreté de l'État, secte cachée sous le voile d'une nouvelle religion, mais tendant à démolir le régime actuel, que la religion n'est qu'un moyen pour exciter et exalter la croyance des populations, que les foules impressionnées et poussées par la force du fanatisme doivent souvent servir d'instrument pour atteindre le but final. Attendu qu'il résulte des rapports officiels, des correspondances échangées entre Noirs, des renseignements reçus, que les Blancs sont l'objet d'une haine profonde de la part des adeptes de Kibangu, que cette haine s'est infiltrée et s'est répandue avec une rapidité alarmante parmi les indigènes, qu'il est indéniable que la doctrine de Kibangu a été cause d'une grève manquée d'abstention au travail d'un grand nombre de travailleurs. Attendu que les moyens de persuasion ont été interprétés par les natifs, les prophètes et les adeptes comme de la faiblesse
de l'impuissance de l'État contre la force spirituelle, magique, divine du thaumaturge, que s'il est vrai que l'hostilité contre les pouvoirs établis a été manifestée jusqu'à présent par des chants séditieux, injures, outrages et quelques rébellions isolées, il est pourtant vrai que la marche des événements pourrait fatalement conduire à la grande révolte, qu'il convient d'apprécier toute la gravité de l'infraction et d'intervenir en appliquant sévèrement la loi. Attendu que la nommée Mondombe, jeune fille sans expérience, suggestionnée par les simagrées du grand prophète, a agi et servi ce dernier inconsciemment, que par le fait elle doit largement bénéficier des circonstances atténuantes, que ce même bénéfice doit être accordé au nommé Lubuende Johan, qui a hébergé à Samba les prophètes et la suite de Kibangu, tout en les sachant activement recherchés par l'autorité, mais que l'exemple a été donné par le chef même du village et le chef médaillé. Le Conseil de guerre, vu les articles 101 ter du Code pénal, livre 2, et 101 ter du Code pénal, livre 1, vu les articles 31 et 32 du décret du 3 novembre 1917 sur la justice militaire, condamnons Simon Kibangu à la peine de mort, Zola, Matveni, Lenge, Sumbu Simon, Mimba Philémon, Mata, Umbaki André, Kelani John, Batoma Simissioni, Batoma David, Malaika Sesni, à la servitude pénale à perpétuité. Demba et Dingo Guabella à 20 ans de servitude pénale. Lubuenda Johan à 5 ans et Mandombe à 2 ans de servitude pénale et les frais du procès à la charge de la colonie. Et attendu qu'il y a lieu de craindre que les condamnés ne tentent de se soustraire à l'exécution du jugement, ordonne leur arrestation immédiate. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 3 octobre où siègent messieurs de Rossi, juges, depuis ministère public, Berevretz, greffier. Le verdict du 3 octobre 1921 n'avait pas seulement fait des heureux, mais des malheureux aussi dans le camp des bourreaux de Simon-Kimbangu. Cette sentence, loin de faire l'unanimité parmi les commanditaires, avait divisé en deux camps diamétralement opposés les colonisateurs blancs. Le premier camp, celui des durs, dans lequel se trouvait M. de Rossi, le juge, et le deuxième camp, celui des modérés, dans lequel se trouvait M. Dupuis, ministère public. Surpris par la sentence prononcée contre Simon Kimbangu, les camps des modérés, dirigés par M. Dupuis, pour une attitude conciliante, se refusaient, pour une répression sévère, d'être inutilement inhumain. Simon Kimbangu subira toutes les humiliations de la ces juges qui ordonneront aux militaires qu'il soit frappé de verge et que des jets d'eau froide soient déversés sur lui pour qu'il dise toute la vérité sur l'affaire. Et cela, il l'accepta avec courage. Lorsque des questions lui seront posées sur la religion, et en particulier sur la sienne, ses réponses sont celles d'un excellent chrétien qui croit à Nzambi, à Umbungu, le Dieu Tout-Puissant, et à la Trinité. Rappelons que Kimbangu a été catéchiste, et qu'il fut aussi un chrétien sincère et incontesté. Est-ce ce fond de christianisme resté en lui et dont il s'était imprégné depuis ses plus jeunes années qui l'a empêché de provoquer des effusions de sang? Et pourtant, cet homme, qu'on accusait de xénophobie, eût été capable de tout. Après toutes les humiliations subies par lui de la part de ses juges, un seul geste y suffit, dans un moment de colère ou de vengeance, pour déclencher une action à main armée. Il ne l'a pas fait. Kimbangu était conscient de tout ce qu'il faisait. Il n'a pas voulu rendre le mal pour le mal et faire répandre ainsi le sang des hommes pour des raisons personnelles. Formé dès ses plus jeunes années par la morale chrétienne, Kimbangu haïssait toutes les méthodes de force et prêchait l'amour que tout homme devait avoir dans son prochain.
Le prophète n'a transmis à ses adeptes aucun mot d'ordre qui eût excité les esprits. Croyant convaincu, il s'en est remis à Unzambi, à Umpongu, pour rétablir un jour la justice entre les hommes de peau différente. Quoi qu'on en ait dit, l'esprit chrétien reçu des missionnaires protestants avait toujours imprégné le mouvement kimbanguiste. Cet esprit chrétien a prévalu et dominé en bien des points la pensée de Kibangu. Il faut ajouter à cela qu'il fait preuve de maîtrise de soi-même et de sagesse africaine, qualité d'ailleurs essentielle dans la société Bakongo et exigée des jeunes gens destinés à diriger les autres. Plus que jamais, il convient de reconnaître que ce fut une grande victoire pour Kibangu, qui n'a cessé de se rappeler « Tu ne tueras point, Dieu n'est ni blanc ni noir, il a créé tous les hommes semblables. » Auréolant de gloire, l'histoire du plus vieux prisonnier du monde, Kimbangu, est un véritable sanctuaire des souvenirs. Papa Diangenda, un de ses successeurs au trône sacré, n'a pas manqué de nous le démontrer lors de son interview du 13 septembre 1991, juste après la cérémonie de sa réhabilitation politique au Palais de la Nation. Est-ce que vous êtes Papa Simon Kimbangu? Parce que lors de la cérémonie, vous avez semblé le dire. Comment? Lorsque vous avez vu la médaille offerte à Papa Simon Kimbangu, qui serait votre père, j'ai dit ça au conditionnel, vous avez dit, retournez-moi ça. Vous voyez pas que ça se ressemble? Moi, j'ai compris, moi, que vous avez voulu nous dire que vous étiez Papa Simon Kimbangu. Vrai ou faux? Oui, mes chers amis, je vous remercie beaucoup. Votre question est vraiment pertinente. Je pense bien en tant qu'homme vivant, matériellement et spirituellement, je ne peux pas avoir cet orgueil de me déclarer en tant qu'homme vivant, matériel que je suis, être Papa Simon Kimbangu. Je m'explique. Quand je disais hier que la médaille qu'on remettait à mon père, elle ressemblait totalement à la mienne. On a fait de mon père grand cordon, comme moi je le suis. Mon père, il est réellement papa, tel fils, tel père, tel fils. Donc si je prétends me dire être Papa Simon Kimbangu dans le sens tel que vous le comprenez, je pense que ce serait vraiment de l'orgueil de ma part. Papa Simon Kimbangu, c'est un saint. Moi, je suis un pauvre homme. C'est pour cela que j'ai commencé par vous dire que, étant matériel et spirituel en même temps, et Papa Simon Kimbangu étant, en ce moment bien précis, spirituel, mais comparé à lui, c'est trop grand. Mais comment vous expliquez que vous soyez né le 18, enfin la date annoncée par votre père, si c'est votre père, si c'est pas vous-même? En 1910, moi je n'étais pas encore né. Mais mon père avait dit, je vais renaître en 1918. C'est un langage profondément mystique. Et comme tel, j'ai difficile pour vous le décrire, puisque c'est un langage à lui. En tant qu'homme vraiment spirituel, envoyé spécial, donc il avait une certaine méthode d'expliquer des situations. Et moi, quand je dois dire que je suis Papa Simon Kimbangu, aïe, c'est grave. Il est né le 12 septembre 1887. Et en 1910, il déclare que je vais renaître en 1918. Il a eu des raisons à lui, en tant qu'homme spirituel. Quand je dis c'est un envoyé, réellement c'est un envoyé. Parce qu'il nous a fait découvrir beaucoup de choses. Ce n'est que par après que nous nous sommes aperçus que lui, il n'était pas un homme comme moi, je le suis, moi et vous. Pourquoi? En 1921, le 6 avril, quand il a commencé son travail, ce n'est qu'en ce moment-là que maman nous faisait beaucoup de révélations.
maman nous disait, eh bien voyez-vous, maintenant je découvre pourquoi tous les temps, votre père était sévère en lui-même, à nous et à vous autres les enfants. Sa sévérité spirituelle démontrait réellement qu'il avait au moins une mission spéciale que nous ne comprenions pas. Donc à partir de ce moment où maman nous expliquait que ce n'était pas vraiment un homme comme nous, il était tout à fait différent, alors ce n'est qu'en ce moment-là nous nous sommes aperçus, et là, ce père-là semble être un peu sorti de quelque part, ou nous sommes peut-être sortis, puisqu'il est né de Tatakoye à la de Mamalouézi. Mais il y a eu une grande différence à cause de ces procédés spirituels qui le détenaient, qui dépassaient notre imagination. La réhabilitation de Papa Simon Kimbangu. Comment vous avez vécu ça et comment vous vivez ça maintenant?